Madame l'ambassadrice, Monsieur le ministre, Monsieur le président de la région, Monsieur le président du département, Monsieur le président de l'agglomération, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la rectrice, Monsieur le préfet, chère Teresa Crémisi, cher Jean-Noël Jeannet, Mesdames et Messieurs, chers amis, au nom de toute l'équipe qui a préparé ces 22e rendez-vous de l'histoire, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue. Je tiens tout d'abord à saluer la présence de Madame Teresa Castaldo, ambassadrice d'Italie en France. C'est un grand honneur, Madame, de vous recevoir parmi nous aujourd'hui. Lorsqu'il fallut trouver, pour nos rendez-vous de l'histoire, un thème en résonance avec les commémorations de la Renaissance voulues par la région Centre-Val de Loire, l'Italie s'est imposée naturellement, heureusement, lumineusement. Avoir l'occasion, lors du grand rassemblement annuel des historiennes et des historiens français, de redire notre amour et notre reconnaissance à votre beau pays est un immense bonheur. Nous vous devons tant. Nos deux peuples frères partagent une longue et belle histoire dont nous nous faisons une joie d'explorer les contours pendant ces 4 jours. Monsieur le ministre, cher Jean-Michel Blanquer, par votre présence, pour la 3e fois consécutive, lors de l'ouverture de nos rendez-vous de l'histoire, vous témoignez de l'importance de ces journées pour le monde des enseignants. Vous avoir parmi nous aujourd'hui est un très grand encouragement pour toutes celles et ceux qui préparent tout au long de l'année l'accueil de ces centaines de professeurs, du secondaire comme du primaire, qui nous font l'honneur et l'amitié de leur présence. Un immense merci, Monsieur le ministre, pour votre engagement personnel à nos côtés, celui de votre administration, celui des corps d'inspection et du rectorat. Les rendez-vous de l'histoire ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui sans le partenariat historique avec le ministère de l'Éducation nationale. Je salue chaleureusement la présence des représentants des collectivités territoriales, le président de la région, cher François Bonneau, le président du département, cher Nicolas Perruchot, le président de l'agglomération, cher Christophe de Gruel, le maire de Blois, cher Marc Grécourt. Merci à vous tous pour l'indéfectible soutien que vous nous apportez avec vos équipes depuis 22 ans. Merci d'offrir ce moment unique à tous les amoureux de l'histoire qui, par dizaines de milliers, arpenteront les rues de Blois ce week-end. Je remercie également bien sincèrement tous nos partenaires institutionnels, les médias et les entreprises privées qui nous soutiennent et qui contribuent à la richesse de nos rencontres et à leur audience. Enfin, merci à vous tous, mesdames et messieurs, pour votre présence et votre fidélité. Je vous souhaite à tous et à tous un très bon festival. Monsieur le ministre, merci de nous honorer pour la 2e fois de votre présence pour ces rendez-vous de l'histoire. Monsieur le préfet, Madame l'ambassadrice d'Italie, chère Teresa Castaldo, merci d'être à Blois depuis hier. Nous avons eu le plaisir de pouvoir partager la soirée ensemble autour d'un dîner ici à Blois. L'Italie étant présente, vous le savez, dans notre ville depuis plusieurs siècles, vous êtes donc ici chez vous. Mesdames et Messieurs les parlementaires, Madame la consul générale d'Italie à Paris, merci d'être parmi nous. Madame la rectrice, Monsieur le président de région, cher François, Monsieur le président du conseil départemental, cher Nicolas, Monsieur le président de l'agglomération et adjoint à la culture de Blois, cher Christophe. Mesdames et Messieurs les élus, je voudrais saluer mon collègue et homologue, Monsieur le maire de Lewis, cher John Lamb, qui est présent parmi nous. Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs, chers amis, et puis saluer bien sûr toute la délégation italienne et le maire d'Urbino qui nous fait l'honneur de sa présence également. C'est toujours avec la même émotion et le même plaisir que je me retrouve
pour la 12e année consécutive devant vous pour le lancement officiel de cette nouvelle édition des Rendez-vous de l'Histoire. D'année en année, le Conseil scientifique, excellemment guidé par le non moins excellent Jean-Noël Jeanneney, que je salue, fait de Blois la capitale de l'histoire en France. Chaque année, les thèmes retenus font foison de conférences, de débats, de découvertes pour les professionnels de l'histoire, les férus ou les curieux qui viennent en nombre et mettent notre cité royale de Blois en ébullition. Innovation cette année, le thème retenu, c'est tout un pays, l'Italie. C'est toute son histoire, toute sa culture, mais aussi naturellement celle de tous ceux avec qui interagit ce pays. Autant dire que le champ des possibles est quasiment infini. Nouveauté qui nous laisse à penser qu'avec 197 pays dans le monde, et si d'aventure le Conseil scientifique devait à l'avenir être en panne d'inspiration, les Rendez-vous de l'Histoire ont encore près de 2 siècles de thèmes à explorer. Plus sérieusement, une nouveauté inspirée qui témoigne de l'ancrage du Centre européen de promotion de l'histoire dans son territoire, par l'initiative du Conseil régional Centre-Val de Loire, de faire de 2019 l'année de commémoration de la Renaissance qu'incarne si bien notre région. Merci, Monsieur le Président de Région, cher François, de cette idée, de son portage fort et de l'engagement de notre région, des collectivités, des sites patrimoniaux, des associations, qui a rythmé toute cette année culturelle et touristique avec des retombées notables dont nous nous réjouissons tous. L'Italie débarque donc en force à Blois, alors même qu'il y a 500 ans, nous allions y chercher, parfois y prendre, des talents, des richesses ou des êtres qui ont laissé ici leurs traces. Léonard de Vinci et Catherine de Médicis au premier chef. L'Italie, la sœur de la France, l'une brune, l'autre blonde, l'impulsive, la rancunière, la spontanée, la timide, toutes deux belles, toutes deux nourricières et viscéralement attachées à leur gastronomie. Comme entre deux sœurs, l'Italie et la France, ce sont de l'amour, de la rivalité et de la querelle, de la rupture et de la réconciliation, de la jalousie et de l'admiration, de la concurrence et de la complémentarité. Du monde étrusque à l'Empire romain, les États italiens et de l'inventivité des régimes politiques, de la Renaissance à l'unité italienne, du fascisme à l'Italie contemporaine, ces quelques jours et ces nombreux rendez-vous autour de l'histoire, de l'économie, de la littérature et du cinéma donneront à chacun une meilleure compréhension de notre sœur italienne. L'Italie, c'est dans cette énorme surprise d'un fond de tasse liquoreux quand on y commande son premier café. C'est parfois cette surprise au croisement de 2 routes de lire en sens contraire la même destination. L'Italie, c'est l'invention du slow food et la sublimation de produits simples qui font le raffinement d'une cuisine authentique. Ce sont des paysages hors du commun et tellement différents, du talon de la botte au grand lac du Nord-Est. L'Italie, c'est cette langue chantante et suave qui nous dispute le titre du pays de l'amour et de la romance. L'Italie, c'est le mélange des générations et cette capacité à les rassembler toutes, après le dîner, pour la passeggiata qui se termine par la glace ou le café pris tous ensemble sur les places du pays. L'Italie, c'est la dolce vita et le sentiment que le temps n'a pas de prise, sauf quand les Italiens sont sur les routes et font rombir tous les moteurs, même ceux des Piaggio. L'Italie et la France, ce sont la somme de leurs contrastes et leurs contradictions. C'est le goût de l'inventivité pour le meilleur et parfois pour le pire. C'est finalement une véritable histoire de fraternité. C'est justement cette année, ici à Blois, que se concrétise le jumelage de notre ville avec la cité remarquable d'Urbino. Je veux ici saluer et remercier Madame Emilia Gatto, consul général d'Italie à Paris, qui a su impulser ce moment en lien avec mon homologue Maurizio Gambini et de sa délégation dont je salue la présence et que je vous remercie de saluer à votre tour quelques heures avant la signature officielle de notre jumelage. Signor Sindaco Gambini e tutti voi, benvenuti a Blois, rallegreriamoci del nostro gemellaggio
e di un'amicizia feconda tra le nostre due città e i loro abitanti. Merci. Merci au Rendez-vous de l'Histoire d'accueillir ce moment d'amitié franco-italienne. Merci à son président, Antoine Favron, son directeur, Francis Chevrier, et tous ses collègues, l'ensemble des intervenants, des conférenciers, des bénévoles et des participants, de faire de ces rendez-vous un des temps les plus forts de notre belle ville. Bon festival à tous et à l'année prochaine. Monsieur le ministre, Madame l'ambassadrice, Monsieur le préfet, Mesdames et Messieurs les parlementaires, Monsieur le président du Conseil régional, cher François, Monsieur le maire, cher Marc, Monsieur le président de l'Agglo, cher Christophe, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la rectrice d'académie, Monsieur le président du Conseil scientifique, cher Jean-Noël Jeannet, Monsieur le directeur des Rendez-vous de l'Histoire, cher Francis, Mesdames et Messieurs, chers amis. Comme chaque année, à la même période, la ville de Blois devient le plus noble écrin de cette extraordinaire manifestation scientifique qui réunit l'élite de la pensée et de la culture. 5 jours durant, nos plus grands historiens, chercheurs, sociologues, journalistes, politologues et hommes politiques vont nous faire partager sur divers sujets leurs travaux, leurs réflexions, leurs expériences, en somme, leur savoir. Pour la première fois depuis leur naissance, les Rendez-vous de l'Histoire ont choisi de mettre un pays à l'honneur. Et quel pays ? Plus qu'une nation, l'Italie incarne à elle seule toute une civilisation. Jamais la France n'aura, au cours des siècles, connu une influence plus forte, ou noué des relations plus ardentes, plus profondes et plus complexes, avec aucun autre pays européen ou étranger que celle entretenue avec l'Italie. Les rapports entre la Botte et l'Hexagone furent, au gré de l'histoire, tantôt amicaux et féconds, tantôt hostiles, voire douloureux. Si les relations ont parfois pu se distendre, jamais la France et l'Italie n'affichèrent une indifférence sur ce qui pouvait réciproquement intervenir de l'autre côté des Alpes. Depuis qu'à Lutèce, voilà maintenant plus de 2000 ans, Jules César décida d'établir son quartier général sur la rive gauche de la Seine, le conquérant romain avait fondé ce qui deviendra bien plus tard le quartier latin. Ainsi apparut et se propagea en Gaule cette langue latine qui allait engendrer la nôtre, ce sens de la grandeur et ce goût de la beauté qui venait de Grèce. Dans les siècles suivants, les rois de France se sont effectivement réclamés de l'héritage de l'Empire romain et des Troyens, dans le but évident de renforcer leur légitimité. Cela leur a notamment permis de reprendre à leur compte la vieille idée qui veut que la domination du monde soit successivement passée de l'Empire perse à l'Empire macédonien, puis de l'Empire macédonien à l'Empire romain. Ainsi, la France ne pouvait qu'être l'héritière du génie classique de la civilisation gréco-romaine, et l'histoire de Lutèce, qui prendra ensuite le nom de Paris, ne pouvait que s'inscrire dans la continuité de celle de Rome. Si cette vision de l'histoire est bien entendu biaisée, même si elle connut au XIXe siècle les faveurs des monarchistes de l'Action française, elle constitue le plus haut et le plus ancien témoignage de l'influence italienne sur son voisin français. Ériger la ville de Lutèce comme l'héritière de Rome devenait le moyen de réclamer la primauté non pas du monde, mais de la chrétienté. C'est d'ailleurs ce qui valut à la France d'être surnommée la fille aînée de l'Église, de la même manière que c'est dans notre pays, en Avignon, que la papauté installa ses quartiers au XIVe siècle. De la conquête de la Gaule à la naissance de la communauté économique européenne, de la victoire de François Ier à Marignan à celle de Bonaparte au pont d'Arcole, de l'unification italienne réalisée sous l'impulsion de Napoléon III à la tragédie du fascisme, des bienfaits de la Renaissance au chef-d'œuvre du cinéma néo-réaliste signé Visconti ou Fellini, de sa légendaire gastronomie à ses performances footballistiques, l'Italie n'a eu de cesse d'affirmer son influence. Comme si les mutations artistiques, culturelles, idéologiques et géopolitiques qu'elle traversait étaient inévitablement prédestinées à s'étendre au-delà de ses frontières pour surprendre et bouleverser le monde. L'histoire politique de la France est jalonnée de ces figures provenant de la péninsule italienne qui ont marqué de leur empreinte leur époque
qu'il s'agisse de Catherine et de Marie de Médicis, de Concino Concini, de Jules Mazarin, jusqu'à l'empereur Napoléon Ier, lequel, selon certains historiographes, demanda un jour à son ministre des Affaires extérieures, le célèbre Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord, et qu'on m'explique encore pourquoi le roi Louis XV s'est tellement hâté d'acquérir la Corse en 1768. Et Talleyrand de répondre à l'empereur des Français, « Sire, s'il avait agi 6 mois plus tard, vous naissiez italien et la face du monde en eût été changée. » En cette année 2019, comme tout et chacun désormais doit le savoir, nous avons et nous continuons de célébrer le 500e anniversaire de la mort de l'illustre et inégalable Léonard de Vinci, de même que le 500e anniversaire du début de la construction du château de Chambord. Il y a 5 siècles, en effet, le Loir-et-Cher devenait la toile de fond de la Renaissance, ce mouvement artistique et culturel qui nous a laissé en héritage cette richesse architecturale unique, enviée du monde entier, et qui confère à notre département son rayonnement touristique. Comme pour les éditions précédentes, le Conseil départemental de Loir-et-Cher apporte son concours au bon déroulement et à la réussite des rendez-vous de l'histoire en accueillant pas moins de 45 ateliers, rencontres pédagogiques, conférences, tables rondes et entretiens, auxquels s'ajoute une exposition que je ne saurais que trop vous inviter à venir découvrir, présentée dans le cloître du Conseil départemental à 2 pas d'ici, consacrée aux campagnes d'Italie en 43-44 et réalisée par l'établissement de communication et de production audiovisuelle de la Défense. En outre, ce soir, c'est également au Conseil départemental que se déroulera la remise du prix du roman historique. Mais cette année, nous avons souhaité donner plus de relief encore à notre participation à ces rendez-vous. Ainsi avons-nous suggéré à la société TDF, l'opérateur qui installe la fibre sur l'ensemble des communes de notre département, d'apporter son soutien au festival. Il en a découlé un partenariat original et une innovation technique majeure, car durant toute la durée de ces rendez-vous, sur le canal 30 de la TNT, tous les Loir-et-Chériens et les Tourangeaux pourront suivre en direct à la télévision un florilège de la programmation de cette 22e édition. Grâce à cette nouveauté, le festival acquiert, je crois, une nouvelle dimension, en se retrouvant à la portée de près d'1 million de téléspectateurs potentiels qui, sans avoir à quitter leur domicile, même si nous allons fortement les inciter à le faire, pourront apprécier la qualité des interventions des différents conférenciers. Je me réjouis que ce partenariat que nous avons encouragé ait pu aboutir. Une initiative qui, je l'espère, pourra être reconduite l'année prochaine. En attendant, depuis mercredi et jusqu'à dimanche, déambuleront dans les rues blésoises pour aller d'un site à l'autre ou découvrir le Salon du Livre, un public qui, dans sa diversité, prouve, s'il en est encore besoin, l'incontestable réussite de ces rendez-vous de l'histoire. Pendant ces 5 jours, passionnés d'histoire ou simples curieux, éditeurs, lecteurs, jeunes et moins jeunes, vont en effet se croiser de la même manière que s'enchevêtrent les époques et les thématiques, selon les conférences et expositions présentées. C'est pourquoi les rendez-vous de l'histoire représentent un véritable creuset où érudition et vulgarisation se marient avec souplesse. Et je vous remercie toutes et tous d'être toujours aussi nombreux et de faire cette année de Blois une ville très particulière. Tous les chemins vont en effet mener à Blois durant ces 5 jours. Merci à toutes et à tous. Buon festival a tutti. Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, cher Jean-Michel Blanquer, un grand plaisir de se retrouver ici aujourd'hui. Un grand plaisir de vous saluer, monsieur le préfet. Un grand plaisir de vous saluer, madame l'ambassadrice. Un grand plaisir de vous saluer parce que nous sommes tous ici conscients de votre engagement pour une relation d'une grande intensité entre nos 2 pays et de votre soutien permanent à l'ensemble des actions que nous portons. Je veux bien évidemment vous saluer, madame la rectrice. Je sais également l'importance que vous avez donnée tout au long de cette année aux relations entre notre région et l'Italie. Grand plaisir de saluer les collègues élus, les parlementaires, le président du conseil départemental, cher Nicolas, qui vient de s'exprimer, de saluer le maire, cher Marc, et de saluer le président de l'agglomération. Je voudrais dire combien Jean-Noël Jeanneney,
combien nous sommes heureux d'avoir ici à Blois, avec l'énergie qui est la vôtre, avec l'énergie du Conseil scientifique, avec la créativité du Conseil scientifique, d'avoir ici à Blois un événement qui est devenu un événement national et aujourd'hui un événement international. Un événement qui est d'abord un événement majeur sur le plan de la culture dans notre pays. Un salon du livre d'histoire qui réunit tant d'auteurs. Ce festival qui réunit tant de chercheurs, tant d'enseignants, tant de spécialistes, tant d'amoureux de notre histoire. Nous vous le devons et je veux insister sur l'importance de votre engagement. Et puis dire à Francis Chevrier la conscience claire que nous avons du travail qui permet ce rassemblement. Chers amis, oui, c'est un bonheur d'être ensemble. C'est un bonheur d'être ensemble parce que, d'abord, cette année est particulière. Cela a été dit par les intervenants précédents. Cette année est particulière parce que notre région, la région Centre-Val de Loire, ce Val de Loire, ce département, Nicolas, dont tu viens de parler, ont une place particulière dans l'histoire. Cette année est particulière parce qu'elle est celle du 500e anniversaire de la Renaissance, parce qu'elle est celle du 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci et la présence au même moment du président français et du président italien. Le 2 mai, ici, ont donné à cette date, ont donné à cet événement toutes leurs mesures. Cette année est particulière parce qu'à l'échelle de la région, nous avons eu plus de 700 événements d'une très belle portée culturelle, des expositions majeures au château de Chambord, des colloques partout, la ville d'Amboise avec des présentations, des expositions venues de Rome, absolument remarquables. Cette année est particulière parce que nous avons, Madame l'ambassadrice, connu une fréquentation de nos amis italiens très sensiblement augmentée et une fréquentation, vous vous en doutez, joyeuse, enthousiaste, curieuse par rapport à ce qui a été présenté tout au long de ces 500 ans, de ces événements du 500 ans. Une année particulière, et lorsque nous avons, avec Jean-Noël Jeannet, avec Francis Chevrier, dit ce serait bien, ce serait vraiment bien que les rendez-vous de l'histoire viennent en résonance, viennent en écho de cette année particulière. Un travail a été engagé et très vite, vous avez dit, ce sera l'Italie, ce sera le thème de l'Italie. Jamais vous aviez choisi jusqu'alors un pays et vous avez merveilleusement trouvé cet écho et cette connexion. Traiter de l'Italie, c'est fondamental. D'abord, nous savons ici en région Centre comme partout en France, la place que tiennent nos concitoyens d'origine italienne qui ont apporté tant au développement de notre pays. Nous savons aussi, à travers l'histoire, comme cela a été dit, la place des Italiens, la place de ces artistes, la place de ces musiciens, la place de ces architectes, la place de ces scientifiques qui ont fertilisé la recherche et le développement dans notre pays. Cette année est particulière parce qu'en mettant en avant, comme vous le faites, l'Italie, vous dites très fortement quelque chose qui résonne avec l'Europe. Et je veux en dire un mot. Oui, que vous soyez, mesdames et messieurs les enseignants, aussi nombreux tout au long de ces 3 jours, pour, avec les passionnés d'histoire, interroger notre histoire, comprendre les relations de nos 2 pays, comprendre le développement de l'Italie à travers les siècles, que vous soyez aussi nombreux. Cela est un signe. C'est un signe de notre volonté collective de faire en sorte que les jeunes que vous formez soient toujours plus attachés à la compréhension de ces relations internationales. L'Europe, c'est un immense projet et c'est un projet de paix. Mais l'Europe n'est pas, on le voit ces années-ci, n'est pas un acquis pour l'éternité. L'Europe demande de manière perpétuelle à être mieux connue, mieux appréciée, interrogée. L'Europe
demande de manière constante à ce que les éléments de culture soient au cœur de la démarche commune. Oui, en choisissant l'Italie, vous avez ouvert à la curiosité, vous avez ouvert à la curiosité de l'autre, à la passion de l'autre, vous avez ouvert une appréciation sur les choix politiques, sur les choix économiques et sur les avancées qui ne sont pas des jugements, des condamnations ou des classements. Vous avez ouvert la connexion des cultures à la connexion des histoires. Pour tout cela, les rendez-vous de l'histoire tiennent et tiendront cette année toute leur place. Merci de votre attention. Monsieur le ministre Jean-Michel Blanquer, Monsieur François Bonneau, président de la région Centre-Val de Loire, Monsieur Marc Gricourt, maire de Blois, Monsieur Francis Chevier, directeur et créateur des Rendez-vous de l'Histoire, Madame Teresa Cremisi, présidente de cette 22e édition des Rendez-vous de l'Histoire, et Monsieur Jean-Noël Jeannenet, président du Conseil scientifique. Et un grand bonjour, si vous permettez, même en italien, parce qu'il est ici, au maire d'Urbino. Monsieur Gambisi, je vais dire un petit secret. Quelqu'un va vous traduire, mais je vais le dire en italien aussi. Ça va être le premier jumelage de la ville d'Urbino. Donc, ça va être le premier amour. Et le premier amour, c'est toujours le plus fort. C'est un grand honneur et avec vraiment une grande émotion pour moi d'être ici avec vous pour l'inauguration de la 22e édition des Rendez-vous de l'Histoire. Dédiée cette année, vous l'avez bien remarqué, pour la première fois à un pays, à l'Italie, à mon pays. Un programme d'activités incroyable de par son ampleur, la richesse des sujets qui sont traités, mais également pour la qualité des orateurs qui ont été invités. On pourrait vraiment dire que ce jour-ci, Blois sera la capitale de l'amitié franco-italienne, un centre de réflexion sur les 1000 dimensions de l'histoire de l'Italie, mais aussi sur le lien entre les deux pays qui est absolument indestructible, pour citer une expression utilisée par le président Emmanuel Macron lors de sa récente visite à Rome. En arrivant ici, en respirant l'air de cette extraordinaire manifestation, on sent encore plus l'importance de l'histoire aujourd'hui et de la recherche dans l'héritage du passé des réponses aux inquiétudes de notre temps. Historia magistra vitae, disaient les anciens sages. Toutefois, dans notre monde, celui de la communication instantanée, où l'accélération des échanges humains et le culte du présent deviennent des normes, l'importance de la recherche historique peut nous apparaître parfois mise en cause par les modèles socioculturels contemporains. Voilà donc l'importance de moments de réflexion communs, tels que les Rendez-vous de l'Histoire de Blois, qui ont le mérite de regarder au passé avec une sensibilité très forte sur la contemporanéité et les grands thèmes du futur. Dans ce contexte, l'édition de cette année permettra une analyse très profonde de la grande complexité de l'histoire italienne. Une histoire aux racines anciennes, mais à la fois très jeune, quand on sait que l'unité territoriale a été achevée dans la seconde moitié du XIXe siècle et la démocratie républicaine en 1946. À cette date, l'Italie sort de la longue nuit de la dictature, de la guerre, et avec courage et clairvoyance entame une nouvelle étape de son parcours, en adhérant aux valeurs et en les réaffirmant universelles de la liberté, de la paix et de la défense des droits de l'homme.
Le choix des ancrages de l'Italie à l'Alliance atlantique et à l'Europe ont complété ce parcours et représentent aujourd'hui les références irrévocables de notre action dans le monde. Il s'agit d'un patrimoine de valeurs auquel notre pays n'a jamais renoncé, même durant les terribles périodes que nous avons traversées, sans sortir, comme par exemple celui des années de plomb, dans la Constitution, sans tribunaux spéciaux, mais en appelant l'unité des institutions et des forces politiques et de la société civile. Et naturellement, la lutte que nous avons toujours portée à toutes les mafias, une lutte qui, vous savez bien, a coûté la vie à autant de juges italiens. C'est au travers de ces pages d'histoire de l'Italie contemporaine qu'on retrouve des valeurs qui nous unissent en tant qu'Italiens, valeurs qui représentent une partie fondamentale de notre culture et que nous partageons avec la France depuis toujours. Mesdames et messieurs, nous assistons actuellement à un moment de relance des relations entre l'Italie et la France qui se déroule à tous les niveaux et dans un climat de confiance mutuelle renouvelé. Du monde politique au monde des affaires, de la presse, de la société civile. Il existe dans les deux pays un sentiment général d'avoir une occasion concrète pour renforcer une ancienne et solide amitié. Le dialogue est très intense. Les discussions entre les deux gouvernements sont en cours pour fixer la date du prochain sommet bilatéral qui devra avoir lieu le premier mois de l'année prochaine en Italie. On reprend aussi le travail pour la création d'un instrument, le traité du Quirinale, qui puisse mieux structurer la coopération bilatérale, tel que l'a fait le traité de l'Élysée, par exemple entre la France et l'Allemagne. Une visite d'État en France du président de la République, Sergio Mattarella, est prévue l'année prochaine. Un événement que nous attendons avec joie après sa visite ici. Et comme vous l'avez dit, il a marqué l'histoire, un moment symbolique avec le président Macron autour de Leonardo da Vinci, que c'est vraiment un symbole fort de l'amitié franco-italienne. Et je vous remercie vraiment pour tout ce que vous avez fait en France pour célébrer Leonardo. Comme vous dites, Leonardo. Au-delà de la dimension bilatérale, nos pays partagent aussi des principes fondamentaux qui sont au centre d'une réflexion commune sur le futur de l'Europe, à la veille du début de la présidence aussi de la Commission, de la nouvelle Commission. Les défis qui nous attendent sont très importants. L'immigration, la lutte contre le terrorisme, le changement climatique, la croissance, l'équité sociale et aussi les crises régionales qui entourent notre continent, de la Libye au Sahel, de l'Ukraine et, comme vous savez, à la Syrie aujourd'hui. Un défi crucial sera, à mon avis, celui de rebâtir ensemble l'espace commun méditerranéen. Les printemps arabes ont eu le mérite d'ouvrir de nouvelles perspectives aux peuples de la rive sud, donner des espoirs. Presque 9 ans après, la même mer qui fut jadis un extraordinaire véhicule d'idées et de civilisation et qui avait favorisé la même naissance de la pensée philosophique occidentale est devenue aujourd'hui une région marquée par l'instabilité, la guerre, la pauvreté. C'est un piège mortel pour des milliers de gens. Il faut donc réagir ensemble. C'est pour cela que dans ce tournant de l'histoire, l'Europe a plus que jamais besoin de la collaboration entre la France et l'Italie. 2 pays fondateurs de l'Union, mais surtout 2 pays fondateurs de la culture européenne au sens plus haut et noble du terme. Et c'est l'histoire, c'est vraiment l'histoire qui nous indique parfois la voie à suivre dans l'esprit promu par notre Premier ministre Conte et le président Macron lui-même, qui se sont plusieurs fois prononcés sur la nécessité de fonder l'action de l'Europe sur les bases d'un nouvel humanisme, un nouvel espace qui n'est pas seulement géographique, mais également culturel et de valeurs partagées. Un espace où l'individu puisse reprendre sa place au centre de l'attention des institutions, en récupérant les sensibilités politiques, économiques et sociales qui ont été à l'origine de l'idée même de la construction européenne. On doit regarder aussi en arrière pour apprendre de nos erreurs et essayer de livrer un monde meilleur aux jeunes générations. C'est pour cela que je me réjouis vivement de la présence, que je sais c'est traditionnel, de M. Blanquet,
et du fait qu'un nombre important d'initiatives organisées dans le programme, telles que les rencontres jeunesse, sont consacrées aux jeunes. L'éducation est en effet un facteur incontournable du développement humain et social. Et dans ce domaine, l'Italie et la France peuvent se vanter d'une tradition extraordinaire. Outre à être des superpuissances culturelles, nos pays sont aussi des superpuissances de l'éducation et partagent la même vision du rôle de l'État garantissant l'universalité des systèmes éducatifs et leur inclusivité. Et c'est dans cet esprit que la coopération franco-italienne est parvenue à des résultats remarquables dans le domaine universitaire et de l'enseignement linguistique. En ce qui concerne le premier, nous avons récemment travaillé aux côtés de l'Académie de Paris, de l'Académie d'Orléans-Tours, de l'ambassade de France en Italie, et je remercie le grand ami, le recteur Gilles Pécou, la directrice Katia Beghin et l'ambassadeur Christian Massé pour une saison académique franco-italienne des arts et de la culture, qui va prendre son commencement, un projet pour faire rencontrer l'enseignement scolaire supérieur et la recherche autour de projets pédagogiques et d'événements culturels et artistiques. Sur le plan linguistique, je voudrais rappeler que pour la seule région parisienne, l'italien est la deuxième langue étudiée à l'école, tout niveau confondu. Il y a aujourd'hui en France environ de 300 000 étudiants qui suivent des cours d'italien, et c'est aussi grâce à l'engagement du ministère de l'Éducation nationale français qui emploie 2800 enseignants d'italien sur tout le territoire de l'Hexagone. Un engagement que cette année célèbre le 10e anniversaire de la naissance de l'ESABAC, Esame di Stato et Baccalauréat, offert par des centaines de lycées en Italie et en France, une histoire de succès. Et donc, en terminant mon discours, je vais profiter pour remercier personnellement et publiquement Monsieur le ministre Blanquet pour tout ce que vous faites afin de maintenir l'enseignement de la langue italienne en France au plus haut niveau. Je crois que, vraiment, comme vous avez dit, l'Italie et la France sont des sœurs qui ne doivent jamais cesser de dialoguer, jamais cesser de se connaître profondément. Et je remercie tous ceux qui sont présents aujourd'hui, tous les historiens, les journalistes, les économistes, parce que c'est grâce à vous aussi que nous avons travaillé le dernier an et demi ici en France, et je suis sûre que vous contribuerez à une connaissance mutuelle entre les deux pays très forte. Merci beaucoup. Monsieur le Président du Conseil régional, cher François Bonneau, Monsieur le Président du Conseil départemental, Monsieur le maire, Monsieur le Président de l'agglomération, Monsieur le député, Monsieur le préfet, Madame l'ambassadrice, Madame la rectrice, Madame la directrice académique du Loir-et-Cher, Monsieur le directeur régional des affaires culturelles, Monsieur le Président, Madame la présidente du festival, chère Teresa Crémisi, Monsieur le professeur, cher Jean-Noël Jeanneney, Monsieur le directeur des rendez-vous de Blois, cher Francis Chevrier, Mesdames et Messieurs les professeurs, Mesdames et Messieurs, chers amis, fidèles au Festival de Blois. Je suis évidemment très heureux d'être parmi vous ce matin pour ouvrir les 22e rendez-vous de l'histoire de Blois. Vous le savez, depuis l'origine, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse est un soutien indéfectible et je suis très heureux de perpétuer cette tradition. Vous l'avez dit, je viens pour la 3e fois. Je pense que je viendrai à chaque fois. Je venais déjà quand je n'étais pas ministre de l'Éducation nationale. J'ai évidemment à la fois un grand plaisir à venir et c'est aussi pour moi un grand honneur que de signifier, d'incarner cet engagement institutionnel que vous avez tous rappelé, et je vous en remercie, du ministère de l'Éducation nationale. D'année en année, vous avez su construire un événement fédérateur qui rassemble des savants, des écrivains, des professeurs, des amateurs, des curieux, des étudiants et des élèves. Et il en est une forme de complicité. Quand on arrive ici, on sent une ambiance d'amitié, on sent une ambiance de fidélité. Et ici, au cœur du Loir-et-Cher, dans cette ville d'histoire de Blois, chacun peut nourrir son goût pour une discipline si chère au cœur de tous les Français et de nous tous. L'histoire, bien sûr. Chaque année, les thèmes que vous nous proposez suscitent l'intérêt, interpellent notre curiosité
et mettre sur le devant de la scène des sujets qui sont essentiels, non seulement pour notre système scolaire, mais pour notre société. Cette année est en cette matière exceptionnelle, car je connais peu d'aussi beaux sujets que le sujet de l'Italie, notamment cette année de 500e anniversaire de la disparition de Léonard de Vinci. Je me souviens de nos discussions au cours des années précédentes lorsque vous avez décidé sur ce territoire de célébrer la Renaissance avec tout ce que cela signifie d'amitié géopolitique contemporaine, mais aussi de profondeur de champ historique. L'histoire de la France et celle de l'Italie sont tellement mêlées et le destin de nos peuples tellement en miroir que c'est courir le risque d'un truisme que d'évoquer ici l'image bien connue de nos différentes relations. Pourtant, si nos destins sont liés par la géographie, bien sûr, mais plus encore par une âme que donne notre héritage commun, l'héritage antique, le gouvernement auquel j'appartiens souhaite que cette amitié non seulement perdure, mais se renforce. Il y a entre la France et l'Italie quelque chose d'exceptionnel. Et d'ailleurs, je ne connais pas deux relations entre deux pays dans le monde qui ressemblent à celle-ci à ce point. Tout simplement parce que la France, et vous l'avez tous très bien dit, ne serait pas la France et l'Italie ne serait pas l'Italie si nous ne cessions ce commerce intellectuel, artistique, sensible, économique, ces échanges humains qui ont façonné nos peuples. Même dans les moments les plus difficiles de nos histoires réciproques, jamais les liens n'ont été rompus et toujours nos artistes et nos peuples, par les livres notamment, mais aussi le cinéma, ont continué à se parler. Et s'il fallait dire en un mot ce que nous nous devons, Madame l'ambassadrice, j'oserais dire que vous nous avez apporté l'universalité du beau et que nous nous sommes apportés mutuellement quelque chose sur l'universalité de l'État, sur l'universalité de la nation et sur tout simplement la chose politique pour laquelle nous avons des passions. Chacun connaît la dette que la France a à l'égard de la Renaissance italienne, véritable métamorphose des formes esthétiques, et de l'humanisme italien qui est au cœur des savoirs que nous continuons à transmettre à l'école. Il y a quelques mots avec beaucoup de force que je cherche à redynamiser dans notre système scolaire. Parmi eux, il y a le mot d'humanité au pluriel. Ce mot d'humanité fait évidemment référence à la culture et à l'humanisme. Derrière cette culture et cet humanisme, à notre héritage gréco-latin. Et derrière l'héritage gréco-latin, à des valeurs et à une vision de l'homme. Il est donc très important de comprendre qu'au travers de différentes évolutions auxquelles vous avez fait référence, et je vous en remercie, c'est aussi l'amitié franco-italienne qui se renforce, et plus généralement ce que nous avons comme référence commune. Je pense évidemment à ce que nous pouvons dire sur l'apprentissage de la langue italienne. Merci, Madame l'ambassadrice, de ce que vous avez dit. Je me souviens de notre rencontre au moment de la panthéonisation de Simone Veil, dans un moment qui était plus difficile que le moment d'aujourd'hui, et où vous plaidiez pour la renaissance, si j'ose dire, de l'apprentissage de l'italien dans tel ou tel établissement. Nous l'avons fait, et nous l'avons fait parce que, par-delà les problèmes politiques, il y a d'abord et avant tout une amitié structurelle qui, évidemment, se situe sur le temps long et nécessite la connaissance mutuelle de la langue. Derrière la langue, il y a la connaissance de la culture, et cette connaissance de la culture est évidemment primordiale pour vos élèves comme pour nos élèves. Merci d'avoir rappelé les chiffres qui sont impressionnants. Merci d'avoir rappelé les valeurs auxquelles ceci fait référence. La ville de Blois, monsieur le maire, en est un témoignage éloquent. Et messieurs les présidents de la région et du département, l'ensemble du Val-de-Loire montre la fécondité prodigieuse de ces échanges faits d'admiration et d'émulation. Et je sais à quel point la rectrice, qui je tiens à rendre hommage, dont je signale d'ailleurs qu'elle vient de devenir la présidente de la conférence des recteurs de France, ce qui dit long sur la confiance que chacun lui témoigne, eh bien la rectrice est très attentive aussi à ce dynamisme de l'italien dans l'académie et aussi des différentes disciplines que nous célébrons aujourd'hui. La contribution italienne à l'histoire de la civilisation européenne est incommensurable. Au XVIe siècle, les humanistes ont puisé dans l'héritage antique un récit nouveau, qui a su dire avec profondeur et sensibilité la singularité de l'expérience humaine et la grandeur des finalités de son action. L'Italie a su nous offrir un humanisme global, j'oserais dire un humanisme intégral, articulant science et art. Pétrarque, Policien, Marcille-Ficin, Pic de la Mirandole sont autant de lumières qui ont rayonné par-delà les frontières italiennes, à une époque où un individu pouvait peut-être épouser le champ de l'universalité des savoirs. Les humains ont besoin de narration, et le récit humaniste que l'Italie nous a donné élève et magnifie l'homme dans ce qu'il a de plus humain,
c'est-à-dire sa raison. Cet esprit de narration est complété par l'esprit logique. Et cet esprit logique fut à son tour travaillé par les Lumières françaises, qui ont permis de formuler les concepts de la modernité, la citoyenneté, la juridiction territoriale, la nation, qui ont été la matrice du Risorgimento italien. Aujourd'hui, ce dialogue entre la France et l'Italie continue. Et je suis persuadé que de nouveaux concepts, de nouvelles visions vont surgir de cette fécondité mutuelle. Je suis très heureux que les discussions autour du traité du Quirinal aient pu reprendre. Le recteur de Paris, Gilles Pécou, en assure le volet culturel. Chacun sait qu'il est un très grand historien de l'Italie et il est une des incarnations de ce dynamisme franco-italien dont nous parlons tous. Il est d'ailleurs aujourd'hui même à Florence pour l'ouverture de la saison académique franco-italienne des arts et de la culture, qui est portée entre autres par les académies de Paris et d'Orléans-Tours. Et je remercie de nouveau Katia Béguin, la rectrice, d'avoir accompagné cette belle manifestation. Ce n'est pas un hasard si ce sont deux recteurs historiens qui sont à l'avant-poste de cette démarche, car les historiographies françaises et italiennes ont toujours entretenu des relations très étroites. L'analyse des sociabilités méditerranéennes par Maurice Agulon a eu une influence très importante en Italie. Comment ne pas évoquer Jacques Le Goff et Fernand Braudel, dont le très beau livre « Le modèle italien » demeure une référence. En France, nous avons su admirer le travail de Carlo Ginzburg, que j'entendais en arrivant sur France Culture, et qui va prononcer ce soir une conférence très attendue. Cela, nous le devons à de belles institutions auxquelles nous sommes très attachés. C'est bien sûr l'École française de Rome, nos écoles normales, celles de la rue d'Ulm, celles de Lyon et de Pise, et la richesse des échanges universitaires. Il n'est qu'à considérer le dynamisme des études italiennes à l'université de Tours pour s'en persuader. L'Italie est une source permanente d'inspiration pour la France. Et je peux en témoigner directement, car lorsque nous avons souhaité instituer une grande épreuve orale au baccalauréat, nous avons regardé du côté du colloquio italien, qui est une institution remarquable. Et donc, et j'ai vu que d'ailleurs la presse italienne le notait, on peut dire que cette évolution du baccalauréat français a vécu une influence italienne, et nous nous sommes donc situés dans cette longue tradition d'évolution institutionnelle française sous influence italienne. Je suis très heureux que les rendez-vous de Blois soient l'occasion de redire combien nos histoires sont liées et combien la France est italienne et combien l'Italie est française par bien des aspects. Les programmes d'histoire du nouveau lycée font une place importante à l'Italie et j'en suis très heureux. Les élèves vont ainsi pouvoir étudier en seconde le XVIe siècle italien et en première nos histoires communes au XIXe siècle, siècle où la France a su accueillir les figures principales du Risorgimento. Tout cela redit la part essentielle de la discipline historique dans la compréhension du monde. C'est pourquoi, vous le savez, l'histoire occupe une place si importante dans le nouveau lycée. Elle est une des disciplines présentes à la fois dans les enseignements communs et les enseignements de spécialité. J'ai encore à l'oreille certaines craintes qui pouvaient exister il y a un an ici. Aujourd'hui, nous pouvons le dire, j'en étais assez convaincu à l'avance, plus d'un tiers des élèves ont choisi cette spécialité totalement nouvelle, histoire, géographie, sciences politiques, géopolitique, assurée presque à chaque fois par les professeurs d'histoire-géographie. Et tout ceci est un motif de satisfaction. Rappelons qu'aujourd'hui, nous avons dans le bloc commun à tous les lycéens de lycée général 3 heures d'histoire-géographie, plus une demi-heure d'éducation morale et civique. Rappelons qu'auparavant, alors que 55% des élèves de la filière générale étaient en filière S, ils avaient 2 heures d'histoire, plus une demi-heure d'éducation civique et morale. Chacun comprend qu'avec ces données, vous avez des élèves qui, tout simplement, à partir de cette année, en première, font beaucoup plus d'histoire, beaucoup plus de géographie, et que ceux qui veulent approfondir vont pouvoir approfondir beaucoup plus. C'est évidemment un grand motif de satisfaction. Je veux d'ailleurs remercier Jérôme Grondeux, inspecteur général du groupe Histoire, qui a fait un travail remarquable sur les programmes, en lien avec de nombreux professeurs d'histoire-géographie de toute la France, particulièrement ceux de l'enseignement commun qui permettent aux élèves d'avoir une culture chronologique, claire et argumentée, du 5e siècle athénien jusqu'à nos jours. Je veux aussi remercier les éditeurs qui sont bien représentés aussi au Festival de Blois et qui ont su offrir de beaux manuels qui vont permettre aux élèves de réfléchir sur la matière même de l'histoire, qui est aussi la matière de nos vies, c'est-à-dire la matière du temps. Une société, c'est l'association de ceux qui ont été, de ceux qui sont et de ceux qui seront. Et vous tous, professeurs d'histoire, vous œuvrez pour la plus essentielle des missions en transmettant à nos élèves la profondeur temporelle et critique dont découle l'avenir. Je souhaite donc un grand succès
à ces 22e rendez-vous du Festival de Blois. Auguro un immenso successo a questo particolare Festival di Blois, che segnerà storicamente un tempo forte della amicizia franco-italiana. Merci beaucoup. Eh bien, on pourrait imaginer un accueil plus rugueux. Je suis sensible à celui que vous voulez bien me faire et je me hâte de le partager avec toute l'équipe des rendez-vous de l'histoire. C'est un moment heureux. Vous voilà, nous sommes ensemble et d'année en année, je n'ai que des souvenirs lumineux de cet instant rare où nous nous retrouvons. Et je ne doute pas que cette année, le choix que nous avons fait permettra des échanges intellectuels et aussi affectifs qui nous sont si précieux. J'ai toujours en mémoire le moment qui va revenir dimanche prochain où, en appelant votre attention, il me revient de vous annoncer le sujet de l'an prochain. À ce propos, je vous mets en garde contre les rumeurs, je ne dirais pas les fake news, puisque nous parlons italien aujourd'hui, qui commencent de circuler sur ce que je vous dirai. Ne croyez pas cela. Il y a des leurres qui ont été lancées par tel ou tel. Mais ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, aujourd'hui, c'est de vous dire pourquoi nous sommes si heureux de vous proposer, comme toujours, une efflorescence de sujets, de réflexions, de travaux que nous allons offrir à votre sagacité, à votre esprit critique et à votre attention toujours si intense. Alors c'est vrai que pour la première fois, je crois, j'ai regardé nos rencontres antérieures et leurs thèmes, c'est un déclic d'anniversaire qui nous a conduit, cela a été dit, à vous proposer de parler de l'Italie. Les historiens sont sensibles aux anniversaires. Après tout, c'est une des rares choses qu'on peut prévoir dans la complexité des mouvements de l'humanité. Mais en même temps, il se méfie un peu de ce qu'il y a de trop mathématique parfois dans ce genre de calcul, en face de l'extrême variété, la profusion des événements qui traversent notre humanité. Mais enfin, en l'occurrence, puisque c'était la région qui nous a, Monsieur le Président, conduit dans cette direction, nous ne pouvions que répondre présent. Nous avons été heureux de voir que non seulement la mort de Léonard de Vinci, que nous commémorons, je ne sais pas s'il faut la célébrer, la première pierre de Chambord, etc., vous avez conduit à souhaiter que l'on parle de la Renaissance ici. Peut-être faudrait-il dire des Renaissances pour suivre Fernand Braudel, qui disait qu'elles avaient duré de fait 3 ou 4 siècles. Je dis les Renaissances, et à partir du moment, bien sûr, où nous avions élargi au-delà de ce temps-là, nous nous sommes dit que notre ambition pouvait être encore plus vaste et que nous parlerions de l'Italie tout entière. Madame l'ambassadrice, ce qui ajoute encore à notre satisfaction de vous accueillir aujourd'hui. Nous aurions parlé de la Renaissance. Je ne pense pas que vous auriez trouvé cela rabougri. Mais enfin, maintenant, voilà toute l'ampleur de l'histoire magnifique de notre chère amie italienne. Et cette motivation a compté, c'est vrai. J'ajoute, si vous le permettez, que quand nous avons déterminé le choix de l'Italie, la conjoncture politique, j'aborderai avec prudence ces rivages, était à nos yeux moins propice à, c'est l'ambassadrice que vous venez d'entendre qui a dit était moins propice peut-être, plus exactement nous pensions que dès lors qu'il y avait quelques difficultés politiques entre nos deux pays, il était encore plus important d'aller retrouver le socle essentiel, c'est-à-dire celui de la longue durée, c'est-à-dire celui de la culture. Et puis, un autre aspect, une autre raison de notre choix a été également évoquée, cela concerne plus directement la corporation des historiens. C'est l'intimité, vous en avez dit un mot, Monsieur le Ministre, l'intimité des deux historiographies côte à côte, l'une avec l'autre. Depuis très longtemps, les historiens des deux côtés des Alpes ont prêté attention à ce qui s'est passé en face
et ont noué des liens extraordinairement intimes. Vous évoquiez le recteur qui va nous rejoindre, recteur Pécou. Vous me permettrez de dire un mot pour saluer aussi Marc Lazare, qui nous a grandement aidés dans la préparation de cette édition. Et puis, j'ai une pensée pour Pierre Milza, que beaucoup d'entre vous ont connu et apprécié, et qui a joué, d'origine lui-même italienne, un rôle si important dans la maturité des études françaises sur l'Italie. Il y a là des raisons, je crois, et j'évoquais Braudel également, des raisons supplémentaires qui nous ont poussés à choisir ce sujet. Et puis, au-delà, bien sûr, de façon plus importante encore, il y a l'intimité culturelle des influences croisées. Elles ont été portées parfois à la pointe de l'épée, dans un sens ou dans un autre. Et de ce point de vue-là, l'intimité des ambitions guerrières et des influences culturelles est un fait de l'histoire. L'incipit célébrissime de la Chartreuse de Parle parle à cet égard de façon évidente. Il y a là évidemment la volonté, dès lors que nous n'avions pas craint de mal étreindre en embrassant trop, il était évidemment essentiel de trouver le premier équilibre qui était celui d'une réflexion sur la culture. Et c'est beaucoup de culture que nous allons parler très largement. Nous allons parler de la culture dans l'entièreté de la durée. Et naturellement, la Rome antique sera au premier rang de nos curiosités, avec l'appui, cela a été dit tout à l'heure, des magnifiques institutions qui, des deux côtés des Alpes, s'y attachent. Même si l'école française de Rome, maintenant, se préoccupe aussi du contemporain, elle reste profondément ancrée dans l'Antiquité. Et le fait que nous ayons demandé à Madame Marco Longo, Andrea Marco Longo, de présider le Salon du Livre, notre cher, ample, foisonnant Salon du Livre, c'est aussi cela que nous avons voulu marquer. Certes, c'est surtout du grec qu'elle s'est mêlée, le grec qu'elle a promu, mais le grec ne serait pas venu à nous sans le truchement, l'intermédiaire de Rome. Et c'est en vérité un des deux parrainages fondamentaux que nous appelons aujourd'hui. Il s'agit de notre civilisation, des deux fleuves qui l'ont nourrie. C'est évidemment l'héritage gréco-romain et l'autre, j'en dirai un mot tout à l'heure. L'autre, c'est évidemment l'héritage judéo-chrétien, l'affiche qui est derrière moi, dont je ne vous dissimule pas qu'elle a été au conseil scientifique l'objet de discussions variées. Il y en avait une autre qui représentait le cinéma magnifique italien des années 50. On voyait une Vespa devant le Colisée. Je ne vous dirai pas les couvertures auxquelles vous avez échappé, mais celle-ci, nous l'assumons entièrement, car elle nous paraît marquer de façon essentielle une très longue histoire. L'Église catholique, bien sûr, c'est l'histoire. Il y a une part de hasard, peut-être, fait qu'elle s'est installée à Rome, elle aurait pu être ailleurs. Et par conséquent, que l'histoire des relations spirituelles, culturelles et très fortement temporelles entre les États du Pape, entre le Vatican et l'ensemble de la péninsule, vous verrez, vous vous y attendez, que nous en parlerons beaucoup. Mais la culture, c'est évidemment une offre immense et magnifique, depuis le plus quotidien. Je ne déteste pas qu'on évoquait tout à l'heure la gastronomie, jusqu'au plus sublime, c'est-à-dire la musique. Je ne citerai pas les grands noms que vous avez tous en tête, c'est-à-dire bien sûr la peinture. La peinture, j'ai évoqué Léonard de Vinci, l'influence mutuelle et croisée est fondamentale, et je dirais que nous allons éprouver un grand profit à réfléchir aux influences artistiques entre les deux pays. C'est le déclic, je le disais, que l'arrivée de Léonard de Vinci et de la Renaissance. Mais au-delà de cela, il y a tant à dire sur les influences croisées. Nous allons nous préoccuper, par exemple, des voyages des Français en Italie. C'est un thème magnifique. De Brosse et beaucoup d'autres, ceux qui sont venus en Italie, comment ils l'ont éprouvé, comment ils l'ont vécu, comment ils sont venus chercher dans cette mer magnifique de la Renaissance et de l'humanisme des inspirations qu'ils ont fait à divers titres, et ensuite, pour notre bonheur ultérieur, prospérer.
La culture, c'est la musique, c'est la peinture, c'est bien davantage, c'est un certain air du temps, et c'est bien sûr la littérature. Tant de choses se sont irriguées mutuellement que nous n'espérons pas vous en faire prendre toute la mesure. Mais enfin, nous tâcherons néanmoins, comme dans tous les autres domaines, de vous faire ressentir que nous éprouvons tous aujourd'hui comme un privilège par-delà les péripéties du moment, comme un privilège de continuer à intensifier les relations entre notre chère Italie et notre France. Cela est essentiel et cela sera au cœur du programme que nous vous proposons. Il n'empêche bien sûr que nous aurons largement à parler de l'inventivité italienne dans le domaine de l'économie et dans le domaine du politique. Je les sépare, mais toute l'histoire montre qu'ils sont intimement mêlés. Quelqu'un disait que les intérêts transigent toujours et les passions jamais. Plus j'avance en expérience, plus je trouve que cette formule est malvenue, car les intérêts sont si entremêlés de passions qu'on a grand-peine souvent à les distinguer. Quoi qu'il en soit, l'économie, nos rendez-vous de l'économie, Francis, ont pris beaucoup d'essor depuis quelques années à votre initiative. L'économie, la politique, nous avons beaucoup à apprendre et bien sûr, je ne développerai pas, car je n'en aurai pas le loisir, la précieuse réflexion que peut nous inspirer, vous l'avez évoqué tout à l'heure, que peut nous inspirer la dialectique constante qu'organisent les forces de dissociation, de différenciation de l'Italie et la pluriséculaire aspiration à l'unité qui s'est d'une façon magnifique et bien sûr concrétisée au cours du XIXe siècle, mais qui, par comparaison à notre vieille France, centralisée depuis si longtemps, continue de marquer sa différence. Certains se chagrinent des forces qui tentent parfois à dissocier la République italienne, d'autres y voient, sous la lumière de l'histoire, une forme de richesse. Après tout, quand on revient à l'histoire des cités, des républiques italiennes, qui ont tant attiré l'attention de nos historiens, français, suisses aussi, je pense à Sismondi, les républiques italiennes ont énormément à nous dire, pas seulement à cause de Machiavel, mais parce que la manière dont elles ont cherché, en tâtonnant parfois, mais avec des brusques instants lumineux, à organiser la vie collective, la vie politique, cela est essentiel. Et bien sûr, si l'on pouvait citer Florence, Venise et d'autres à propos de la culture, on peut et on doit les évoquer aussi du point de vue de la politique et de la spécificité de l'imagination portée pour définir une réponse à cette éternelle difficulté d'un vouloir vivre ensemble, à quel niveau, comment, avec quelle solidarité, avec quels affrontements sociaux intérieurs. C'est de cela aussi, si vous le voulez bien, et d'ailleurs vous ne pouvez pas ne pas le vouloir puisque c'est nous qui allons vous le proposer, si vous le voulez bien, nous allons amplement parler pendant ces 3 jours. Ce côté économique, ce côté politique, nous en voyons toutes les facettes, nous en verrons beaucoup de facettes. La capacité d'imagination des petites et moyennes entreprises en Italie qui fait que votre dynamisme, j'ai envie de m'adresser spécialement à vous, madame, puisque vous incarnez avec tant de grâce et tant d'efficacité l'Italie ce matin. Votre pays a en vérité force d'exemplarité dans ce domaine, la diversité des systèmes, des aménagements, de la création. Nous avons sûrement à apprendre de cela. Vous avez dit aussi, et cela ne pouvons pas en faire l'économie, vous avez dit que vous aviez eu à affronter de terribles défis du côté des mafias. Le cinéma s'en est emparé, mais bien au-delà, le courage qu'on a envie toujours de saluer d'un certain nombre d'essayistes qui sont allés à grand péril, comme les juges, comme ces juges qui sont des martyrs de la démocratie et de la liberté. J'étais content que vous les évoquiez tout à l'heure.
tout cela ont compté, ont pesé de façon moralement et civiquement exemplaire. Et vous allez voir que, au gré de plusieurs de nos rencontres, de nos débats, nous allons assurément les faire surgir, car ils le méritent. Vous avez, du fait de l'histoire et peut-être de la géographie, des défis centrifuges plus grands que nous. Mais cela ne peut que enrichir l'expérience croisée. Je parle d'expérience croisée, nous allons vraiment beaucoup parler évidemment de la perception, du regard mutuel. Il y a des progrès à faire à cet égard. Je voyais quelques sondages récents qui montraient que la popularité de l'autre pays dans l'un d'entre eux n'est pas tout à fait symétrique. Et pour tout dire, l'image de la France peut et doit être améliorée du côté de la péninsule italienne. Elle le sera, je n'en doute pas, et vous allez tous y contribuer. Vous êtes si efficaces dans votre rayonnement intellectuel et dans votre rayonnement scientifique. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Je ne veux pas abuser de votre attention, qui est toujours si précieuse, d'autant plus que je pourrais vous reparler dimanche. Je m'en fais fête. Je peux déjà... Non, je ne veux pas vous donner d'indication, non, sur le sujet. Vous allez comme ça pouvoir réfléchir. Je terminerai en citant... je ne pense pas que ça déplaise à notre chère présidente Teresa Cremisi, que je suis si contente de voir ici, en citant Benedetto Croce, qui était, comme vous le savez, un très grand historien italien et qui a écrit cette formule fameuse « Toute histoire est contemporaine ». Il voulait dire par là que chaque moment repose des questions différentes. Ce qui ne veut pas dire qu'on écrase la longue durée, ce serait absurde, mais ce qui veut dire que chaque moment entretient avec le passé, nous le savons bien, un commerce tout à fait spécifique, et ce qui veut dire aussi que l'histoire, nous le savons, mais nous aimons à le vérifier chaque année, est un magnifique enseignement civique. Et puisqu'on a toujours besoin de perpétuer la manière de défendre démocratie et république, l'histoire, cette année encore, grâce à l'Italie et grâce à tous les participants, mes collègues, que je remercie de tout cœur pour leur présence, cela va avoir une portée civique. Nous aimons cela, nous approuvons cela. Croce avait dit cela en 1949, dans un texte qui s'appelait « Contribution à une critique de moi-même ». Je me suis laissé parfois emporté par l'enthousiasme que suscite votre affection, mais nous resterons critiques comme Croce. Et nous continuerons, si vous le voulez bien, de toujours faire mieux. Et de cela, je suis sûr, vous êtes les garants, vous nous y aiderez. Merci d'être ici et merci d'être ce que vous êtes.